Je vais reprendre, si tu veux bien, par la fin de ton propos, le questionnement. D'abord pour constater avec toi que le moment de l'unipolarité qui a existé quelques 15 ans après la guerre froide est définitivement passé, qu'il est derrière nous et qu'on n'y reviendra pas. Deuxième constat, on ne basculera pas vers une nouvelle bipolarisation à l'imitation de ce qu'on a connu au temps de la guerre froide dans la relation entre les États-Unis et la Chine. Et donc, on arrive assez naturellement, c'est une formule, mais en même temps séduisante, de cette rivalité des faiblesses et des États-Unis restant la puissance dominante par défaut. Mais évidemment, ce qui nous inquiète nous aussi, ce sont les défauts de cette puissance, ou plutôt ses faiblesses. Alors, c'est peut-être par là que je vais commencer, si tu veux bien, à te poser quelques questions. La première, c'est dans l'incapacité désormais des États-Unis de penser une forme de multilatéralisme qui pourrait convenir à tout le monde. Alors, je ne suis pas du tout certain, je pense même le contraire, que la proposition de multilatéralisme de la Chine, qui peut séduire certains, l'emportera, je pense même le contraire. En revanche, on a bien un système international qui est aujourd'hui en panne et qui semble déserté par les États-Unis. Alors on peut associer cette désertion seulement à l'administration Trump, on peut se dire qu'au fond, c'est un chemin qui est engagé bien avant et en tout cas qui risque de se poursuivre. Ça, ce serait ma première question. La deuxième question, elle est sur la gendarmerie du monde. Alors là aussi, ça fait partie, effectivement, tu as bien eu raison de le souligner, des expressions un peu françaises, les Américains gendarmes du monde, et puis nous, Européens, nous n'en aurions été que les valets, etc., etc. Mais il y a quand même une question. Si les Américains se retirent d'un point de vue de leurs interventions militaires de ce qui fait la périphérie de l'Europe, qui occupe la place, quelle fragilité pour nous, et c'est toutes les interrogations qu'on peut avoir notamment sur la problématique moyen-orientale, l'Iran, la question de la Syrie, de l'Irak, plus proche de nous encore la Libye. Donc là, il y aurait peut-être, je pense, des éléments à apporter en contrepoint, peut-être à ce qu'a dit Gérard, qui nous donnait un peu l'impression que les États-Unis levaient le camp, ou Kortounov, qu'au fond, les États-Unis seraient présents, mais pas avec une réelle pesée suffisante, ou en tout cas devant en permanence des conflictés avec les puissances régionales et avec d'autres grandes puissances. Et donc pour eux, il y aurait certainement pas une disparition de ces gens aux enjeux ou de ces conflits, mais un jeu diplomatique assez compliqué. Et en tout cas dans lequel il resterait assez en arrière de la main. Donc voilà peut-être mes deux questions sur les défauts de la puissance qu'on peut ressentir nous, notamment comme Européens, plutôt avocats d'un système international renouvelé, et enfin ayant très peur de ne plus bénéficier de la protection sur notre périphérie. On reviendra ensuite, si tu veux bien, sur les questions transatlantiques, stratégiques, nucléaires, etc. Mais sur cette question-là. C'est-à-dire que ce qui fragilise quand même quelque part pour nous l'équation géostratégique. Oui, ça la fragilise, mais encore une fois, je crois que vu de France, on a toujours tendance à... face au trumpisme, il y a deux types de réactions en Europe. Il y a la réaction française et la réaction allemande. La réaction allemande, ils sont tétanisés. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a vécu depuis 1947-48 dans l'idée que la garantie de la survie de l'Allemagne, ce sont les États-Unis. Ils n'ont pas pensé autre chose. Ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Le récit français est exactement inverse. C'est-à-dire que depuis la fin des années 50, nous avons pensé que l'Amérique, de toute façon, allait partir. L'Amérique allait partir. Je me souviens même de quelqu'un que je ne citerai pas son nom parce que cette personne n'est pas là ce soir, mais quelqu'un qui participe régulièrement à nos conférences, qui nous assurait en 1991 que au mois de février, au mois de janvier 1991, l'Amérique partait pour le Golfe et ne reviendrait pas en Europe, que c'était terminé. Et c'est quelqu'un d'absolument brillant, puisqu'elle participe
régulièrement à nos débats. Donc il y a un récit français. Pour nous, Trump, c'est la validation du récit français. Et je pense qu'on est tellement là-dedans qu'on a du mal parfois à voir que la réalité n'est pas forcément exactement celle que nous percevons. Mais je dirais que l'Allemagne a tort et que la France a tort aussi. Mais nous, au moins, on a une solution de rechange. On est au sens où nous sommes davantage prêts intellectuellement à une rupture du contrat transatlantique. Voilà. Et ça, on peut y venir un peu. On y va après, d'accord. Sur les Européens. Okay, mais là tout à fait. Multilatéralisme. Je reste dans le monde global, voilà. Comme dit Hubert Védrine, je reste dans le monde global. D'abord, tu as employé le mot de confrontation. Je ne voudrais pas méprendre l'assistance sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des risques de confrontation. Ce risque existe. Le risque d'un choc américano-chinois, même si, bien sûr, Washington n'en veut pas et que Pékin n'en veut pas non plus, il existe toujours. Il existe en mer de Chine du Sud, il existe surtout à propos de Taïwan, et plus le pouvoir central chinois se sentirait en difficulté, plus ce risque existerait. Plus nous rapprocherons de la date de 2049, qui est la date fixée par le pouvoir chinois pour l'unification de la Chine, le centenaire de la révolution et l'unification de la Chine, plus ce risque existera. Donc, je ne voudrais pas donner le sentiment que, d'ailleurs, on peut revenir par la suite, mais ces risques sont réels. Deuxièmement, oui, il y a une incapacité d'une très grande partie de la majorité de l'élite politique américaine à penser comme nous le faisons, nous, plus naturellement, en termes multilatéraux. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que le multilatéralisme, c'est l'arme du faible. C'est comme ça. Si la France avait la puissance américaine, pensez-vous sérieusement que nous serions aussi multilatéraux dans notre grande bonté que nous le sommes aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûr. Alors, il y a des périodes exceptionnelles, effectivement, Wilson, d'autres, mais c'est des périodes exceptionnelles dans l'histoire de l'Amérique, mais Maya Candel vous en parlera beaucoup mieux que moi. L'Amérique n'est qu'exceptionnellement multilatérale. Il y a toujours cette tension qui était... Je me souviens d'un article, je cite encore Foreign Affairs, non pas parce que c'est la revue de les références, tous les articles ne sont pas bons dans Foreign Affairs, mais il y avait un article, là encore, avec un titre formidable, qui faisait la comparaison dans les années 2002-2003. C'était l'Amérique contre l'ONU, et la comparaison, c'était avec le Moyen-Âge, c'était les deux légitimités, le pape et l'empereur. Et c'était très bien vu. C'était très bien vu. Là encore, un concept tout simple qui révèle quelque chose. Et je crois que tant qu'effectivement l'Amérique sera ce qu'elle est, c'est une puissance exceptionnelle, et à horizon de 30 ans, je ne vois pas comment elle pourrait l'être autrement, cette incapacité, de manière générale, pas totale, pas permanente, à penser en termes multilatéraux, sauf pour construire une coalition, parce que le multilatéralisme à la française, c'est bien sûr les institutions, mais le multilatéralisme à l'américaine, c'est construire des coalitions qu'il pilote. Hein. Vous voyez, ça dépend il y a le multilatéralisme institutionnel, mais il y a aussi le multilatéralisme non institutionnel, dans lequel votre poids, tout simplement, votre poids dans le système de décision, et tu le sais bien pour avoir suivi, voire piloté très directement ces questions de participation française à des opérations multinationales, votre poids politique dépend de votre poids militaire. Quant à la question du gendarme du monde, il y a une très bonne expression de Richard Haas, le président du Council on Foreign Relations, qui avait dit il y a une dizaine d'années, finalement, si l'Amérique est le gendarme du monde, c'est quand même un gendarme réticent, the reluctant sheriff. The reluctant sheriff. Parce qu'il y a toujours cette tension. L'Amérique n'était pas prédestinée à jouer ce rôle, et quand elle le joue, ce n'est pas forcément par goût inné de l'impérialisme. Le fait que les élites américaines se gargarisent de l'exceptionnalisme américain ne veut pas dire que l'impérialisme américain est quelque chose de naturel pour l'Amérique, parce que ce n'est pas dans son ADN historique. Alors, sur l'expression de gendarme, oui, alors les gendarmes... Comme tu le sais bien, les gendarmes, comme les Nord-Coréens, comme les diplomates nord-coréens, vont toujours par deux. Et l'Amérique aime bien être accompagnée. Donc l'Amérique aime bien finalement dire « je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul. Et c'est vrai que la plupart de ceux qui disent aux États-Unis « nous ne pouvons pas nous brouiller avec les Européens », ce sont ceux qui disent aussi les Européens, c'est quand même historiquement toujours ceux qui ont été
le plus proche de nous, le plus souvent là, et qui ont le plus à apporter. Donc il y a quand même cette idée qui reste, c'est pas du multilatéralisme, mais c'est le gendarme qui aime bien être quand même accompagné. Quant au repli américain, moi, vous l'aurez compris, j'aime bien les chiffres, parce que les chiffres, c'est des faits. Et il y a bien sûr des formes de repli américain, mais les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a autant, à 3000 près, 3-4 000 près, il y a autant de soldats américains déployés dans le monde qu'à la fin du mandat d'Obama. Il y a davantage de soldats américains en permanence en Europe qu'on avait à la fin de la présidence Obama. Donc je ne crois pas que ça soit... le repli américain n'est pas le problème. Le problème, c'est l'imprévisibilité américaine, qui est à mon avis un problème plus grave, finalement, et plus problématique pour nous, Européens. L'Amérique restera au Moyen-Orient parce qu'au Moyen-Orient, il y a le pétrole, le terrorisme, la prolifération et Israël, pour faire simple. Le pétrole, non pas parce qu'ils ont besoin du pétrole, mais parce que, tout simplement, le marché du pétrole est un marché mondialisé, que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz et ailleurs, a un impact sur le marché mondialisé du pétrole, et l'Amérique étant un grand exportateur de pétrole désormais, ce qui se passe sur le marché du pétrole intéresse l'Amérique. Donc le pétrole du Moyen-Orient n'intéresse pas l'Amérique parce qu'elle a besoin du pétrole du Moyen-Orient, elle n'a absolument pas besoin. Et même quand on disait ça il y a une quinzaine d'années, au début des années 2000, j'avais regardé les chiffres, la part du pétrole moyen-oriental dans la consommation finale de brut aux États-Unis, c'était de l'ordre de 12%. 12%. Donc on ne pouvait pas justifier et dire que les interventions au Moyen-Orient, c'était parce qu'il faut absolument se saisir de je ne sais quel puits de pétrole ou en contrôler l'origine. J'ai oublié aussi, je n'ai pas parlé de l'Arabie saoudite, mais le fait que l'Arabie saoudite n'est pas seulement un producteur de l'endroit où il y a la plus grande réserve de brut conventionnelle au monde, mais c'est aussi la terre sainte de l'islam. Donc ce n'est pas neutre non plus dans la relation américano-saoudienne. En faire, comme je le lis trop souvent, une relation basée exclusivement sur des termes transactionnels qui sont pétrole contre sécurité, à mon avis, c'est voir les choses de manière un peu courte. En revanche, Israël, là, c'est quelque chose de vraiment structurel. Et on ne peut pas comprendre l'initiative, la vision pour la paix de Donald Trump si on ne comprend pas qu'il y a énormément de points communs entre le colon américain avec la Bible et le fusil en haut des collines de Cisjordanie et le Texan américain dans sa campagne avec une autre Bible mais le même fusil. Voilà. Et cette communauté qui va beaucoup plus loin, la Nouvelle-Jérusalem, etc. Bon, ça, c'est extrêmement fort dans la population américaine et pas seulement chez les évangéliques qui, quand même, représentent encore plus de 35% de la population adulte américaine. Donc j'en terminerai là, mais moi j'aime bien dire à propos du Moyen-Orient que chaque président américain devrait avoir, lorsqu'il rentre dans son bureau pour la première fois, dans le bureau ovale pour la première fois, une plaque derrière son bureau qui disait un peu ce que disait Trotsky à propos de la Révolution. Peut-être ne vous intéressez-vous pas au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient s'intéressera à vous. Alors, formule sur l'Europe. Et alors peut-être que ce sera peut-être une manière incidente de te tendre une perche sur le discours du président de la République à l'école de guerre et de revenir à la question nucléaire que tu maîtrises très bien. Mais c'est vrai qu'on est un peu frappé par les offres de services assez limitées quand même, ou les ouvertures qui sont faites d'extension de la protection de la dissuasion nucléaire française aux autres Européens. Je le dis brièvement et en caricaturant parce que les formules utilisées sont très prudentes, mais en revanche, du côté américain, le fait qu'il y a très peu de discours sur le parapluie nucléaire. Alors, dans les 10 dernières années, on avait compris qu'il y avait une forme de troc, moins repli de la dissuasion américaine sur les logiques de souveraineté. D'ailleurs, ce sont dans toutes les doctrines ce qu'on a pu constater, russes, et y compris françaises même d'une certaine manière. Mais c'était accompagné de l'alternative qui était le bouclier antimissile, le moins de parapluie, plus de bouclier. Mais là non plus, il n'y a plus vraiment de discours sur le bouclier antimissile.
D'abord parce que ce bouclier, on voit qu'il est percé probablement par la très grande performance des nouvelles générations de missiles, et notamment les missiles hypervéloces testés notamment par la Russie. Donc voilà, sur cet équilibre stratégique, l'offre française, le discours du président portait aussi sur l'architecture stratégique européenne, donc la contribution des Américains à cette stabilité stratégique des Européens. Où on en est, voilà. Alors que je pense qu'il y a des interrogations. Alors tu as cité l'OTAN, je ne reviendrai pas sur les propos assez définitifs du président de la République, il les a d'ailleurs d'une certaine manière, y compris dans ce discours, remis en perspective en disant voilà, c'était une façon de provoquer le débat, mais il y a, si on provoque le débat, c'est qu'en fait le débat, il est là, quoi. Et donc on aimerait bien avoir ton avis sur ces questions. Oui, alors d'abord, ce qu'on appelle dissuasion élargie, c'est un terme qui est très élargi. Alors, nous parlons de parapluie. C'est pas la même chose. C'est mieux de parler de parapluie. Tu viens de me fournir une illustration de... Je dois dire que c'est arrivé à Kortunov l'année dernière. Je ne sais pas qui nous apporte ces bouteilles, mais elles sont très explosives à toutes les conférences. On ne va pas jouer les Laurel et Hardy. D'habitude, c'est l'intervenant, mais aujourd'hui, c'était moi, l'arroseur arrosé. On ne va pas jouer les Laurel et Hardy, surtout qu'on a tous les deux plutôt le physique de Laurel que de Hardy. Mais, donc, parlons de parapluie et de dissuasion élargie. C'est vrai, tu as raison, c'est une administration... Quand on a un président des États-Unis qui dit moi, je ne vous protège que si vous payez. C'est du racket de mafia. Il se comporte littéralement comme un boss de mafia. Et franchement, je n'utilise pas cette formule que de manière exclusivement plaisanterie. C'est vraiment l'alliance de la brutalité, du mépris pour la légalité et du rapport de force transactionnel en disant je monte les enchères très haut pour pouvoir descendre ensuite. Bon, franchement, c'est un comportement de mafia. Donc, il n'y a pas ce discours sur la dissuasion élargie, et il y a beaucoup moins d'intérêt dans cette administration Trump qu'il y avait dans la précédente pour avoir un dialogue permanent avec les alliés qu'on veut protéger sur qu'est-ce que c'est que cette protection, de quoi avez-vous besoin, entendons-nous bien. J'ai été très frappé de voir à quel point, au cours de l'administration Obama, de voir à quel point l'administration de l'époque s'était efforcée de multiplier les dialogues avec le Japon et la Corée du Sud, notamment le dialogue stratégique avec le Japon et la Corée du Sud, qui étaient après tout à cette époque des pays qui se sentaient beaucoup plus menacés directement que les Européens. Et donc ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu sous l'administration Trump. On a l'impression d'en revenir avec Trump à un raisonnement qui n'est plus du tout celui du président, mais qui est celui de l'administration, qui est de dire, voyons, dans une échelle d'escalade possible, de quel type de besoin j'ai pour maîtriser l'échelle d'escalade. Et il y a notamment un nouveau moyen nucléaire qui a été... Voilà, ils ont sorti un lapin de leur chapeau, comme si un moyen pouvait régler un problème politique. Il dit, il suffit, on a besoin de montrer à la Russie qu'on aurait la possibilité d'exercer une menace nucléaire limitée sur son territoire à tout moment. Or, on n'a que des avions. Les avions, il y a un rideau de défense anti-aérienne qui va être de plus en plus performant. Donc, ce n'est pas crédible vis-à-vis de la Russie. Donc, il faut qu'on puisse faire un tir balistique. Oui, mais si on le fait, il faut qu'on ne le fasse pas à partir du territoire américain, parce que ça voudrait dire que l'Amérique est en train de frapper la Russie, donc on va faire ça depuis un sous-marin, mais nos sous-marins, ils n'ont que des armes trop puissantes, donc on va faire une arme de plus faible énergie, et on va dire à la Russie, ne croyez pas que nous n'aurions pas la capacité de tirer une frappe limitée avec une arme de faible énergie à titre de signal. Désormais, nous l'avon littéralement, puisqu'elle est opérationnelle depuis 3 jours. Tu m'as demandé de rentrer un peu dans la cuisine de geek. Je suis rentré dans la cuisine de geek. Mais le point important, le point pour les non-spécialistes, c'est que la dissuasion élargie, ce n'est plus un grand discours politique et d'aller cajoler les alliés et d'essayer de se comprendre, de se parler en permanence. C'est ça une relation d'alliance en principe. C'est devenu quelque chose qui est centré sur qu'est-ce que serait une escalade entre l'OTAN et la Russie et comment est-ce que je peux maîtriser l'escalade. Sur la défense antimissile, alors
je crois que tu as employé une définition de la défense antimissile qui est assez restrictive, parce que la défense antimissile, au contraire, on va beaucoup en parler, mais en termes de défense contre les missiles de croisière. La défense antimissile balistique, effectivement, il n'est pas vraiment question aujourd'hui de développer des systèmes qui étaient plutôt dirigés vers le Moyen-Orient et de les réorienter vers la Russie. D'ailleurs, parce que ces systèmes, contrairement à ce que disent de plus ou moins bonne foi les planificateurs et les responsables militaires russes, ce sont des systèmes qui ne peuvent pas intercepter les missiles balistiques à longue portée de la Russie. Donc le problème, c'est qu'en parallèle, les missiles de croisière russes à longue portée, conventionnels et peut-être parfois nucléaires, mais en tout cas des missiles performants d'une nouvelle génération se multiplient, et que la réponse de l'OTAN, ça sera effectivement sans doute de multiplier les défenses antimissiles, mais de croisière. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, toute brutale qu'elle soit, l'administration Trump n'a pas embarqué l'Europe dans un nouveau débat des euromissiles comme dans les années 1980. C'est-à-dire qu'il y a eu un consensus immédiat entre l'administration et l'Europe pour dire, quoi qu'il se passe dans la modernisation nucléaire russe, l'OTAN n'a pas besoin de nouvelles capacités sol-sol nucléaires. Voilà. Et donc on a tué un petit peu le nouveau débat sur les euromissiles d'une certaine manière, et c'est heureux. Mais pourquoi est-ce que ça se passe bien? Parce que Trump n'a rien à voir avec tout ça. Parce que ça, c'est l'administration américaine en pilotage automatique qui parle aux administrations européennes. Vous pensez bien que Donald Trump, ces subtilités-là, on le laisse totalement en dehors de tout ça, parce qu'on ne sait pas quelle réaction il va avoir. Ça ne veut pas dire qu'il a interdiction de regarder les dossiers, bien sûr, les dossiers là, mais il y a une manière de lui présenter les dossiers, on va dire, une manière de faire. C'est quand même un président auquel on va... Enfin, il y a un épisode dans le bouquin de Bob Woodward de l'an dernier, ça commence par un épisode totalement hallucinant, il faut le lire pour le croire, ça se passe la nuit, il y a quand même un collaborateur du président qui va retirer du bureau ovale un dossier qui est le projet d'annulation du traité commercial entre l'Amérique et la Corée du Sud, parce que on sait que Donald Trump voulait annuler ceci, donc il demande à ce qu'on lui prépare le décret ou l'équivalent, et les collaborateurs de Trump savent très bien que de toute façon le lendemain il aura oublié. Donc on va le retirer la nuit, et le lendemain il a oublié. Je veux dire, c'est invraisemblable. Même pour ceux d'entre nous qui sont habitués à la bêtise, l'incurie de certains responsables politiques, c'est vraiment du jamais vu. Pardon, je digresse, mais tout ça pour te dire que c'est le vrai problème, ça. C'est Trump le vrai problème, plus que l'Amérique. Oui, enfin, peut-être, mais pendant ce temps-là, personne n'aborde aucune des questions qui fâchent, ni entre Européens, ni Européens russes, ni sur la fragilité quand même des défenses de l'Alliance et de la protection américaine, sur le fait que les défenses antimissiles paraissent très décalées par rapport aux nouvelles générations et que les investissements technologiques, d'abord sont aléatoires, mais seraient très coûteux, notamment pour... définitivement parer le type de menace que tu évoques. Oui. Donc voilà, on reste quand même en suspens. D'accord, on ne va pas réveiller Trump, ou on lui soutire peut-être des dossiers qui feraient qu'il compliquerait davantage les choses, mais du coup, on ne traite pas ces dossiers. Si, ces dossiers sont traités, puisque, encore une fois, un des grands débats au sein de l'OTAN, en ce moment, sur ce plan-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire en termes... quelle est la hauteur de défense contre les nouveaux missiles de croisière qu'on doit déployer? Et deuxièmement, faut-il ou pas compenser ces systèmes par des systèmes du même type? Et là, il y a des décisions qui sont prises, des débats qui sont faits. Encore une fois, on ne peut pas dire que le Trumpisme ait débranché l'Amérique stratégique. Elle est toujours là. J'ai dit tout à l'heure que la présence militaire permanente américaine en Europe est plus forte qu'elle ne l'était sous Obama. Encore une fois, le problème, c'est la déconnexion entre l'administration et Trump. Et le problème majeur de la dissuasion élargie, c'est Trump. C'est un problème majeur, surtout s'il est réélu. Et j'en arrive à Emmanuel Macron. Ce discours, effectivement... Alors, ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai un journaliste allemand qui m'a appelé juste après le discours en disant « Ça m'a beaucoup frappé, il a beaucoup parlé de l'OTAN. » Alors que pour des gens comme nous, ce n'était pas ça le cœur du discours. Ce qui a frappé cette personne, c'était que ce que dit Emmanuel Macron sur l'OTAN
lui semblait aller à l'inverse de ce qu'il disait dans sa fameuse interview de The Economist. Mais non, comme tu l'as très bien dit, il a recadré les choses, il a rappelé l'évidence à la fois que la France tient à l'OTAN, elle s'inquiète sur l'avenir de l'OTAN, peut-être a-t-elle raison, mais elle tient beaucoup à l'OTAN. Et dans son discours, donc ses discours de vendredi dernier à l'école de guerre, effectivement, il a développé une vision. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il a développé la vision d'une Europe autonome dans trois compartiments. La maîtrise des armements, le numérique et le nucléaire. La maîtrise des armements, il y a un nouveau débat parce que les traités s'effondrent, parce que la Russie viole les traités, etc. Il y a un nouveau débat sur l'avenir du contrôle des armements stratégiques en Europe. Et là, la parole française, effectivement, est forte et, à mon avis, nécessaire. L'Europe ne doit pas regarder les missiles volés. L'Europe doit être un acteur de ce qui se décide pour sa sécurité. Deuxièmement, une Europe autonome sur le plan numérique. Et là, c'est la Chine plus que la Russie qui est concernée. Moi, j'ai été très frappé de voir à quel point, dans ce discours, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu, à mon avis, cet aspect, à mon avis, totalement essentiel du discours, son insistance sur la souveraineté numérique européenne, et qui est, à mon avis, annonciatrice d'une réorientation des positions françaises sur la 5e génération et sur Huawei en particulier. Mais ça, c'est mon interprétation. Ce n'est pas une interprétation autorisée. Troisième volet, une Europe peut-être plus autonome, en tout cas, qui n'est pas uniquement dans le système otanien quand elle veut parler de dissuasion nucléaire. Et là, tu le sais bien, tu connais ces affaires aussi bien que moi, il y a une ouverture un peu plus forte que ça a été le cas par le passé. Macron dit « parlons de dissuasion nucléaire entre Européens ». Parlons-en, familiarisons ceux qui veulent le faire, non pas toute l'Union européenne, c'est ceux qui veulent le faire, avec ce que nous faisons. Voyons si cette notion d'intérêt partagé a un sens. Emmenons des avions, je sais pas, des F-16 belges. Je vois les anciens des forces aériennes stratégiques qui comprennent tout de suite. Les exercices, Général Matt, ancien patron des FAS. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour un exercice français, un exercice aérien de grande ampleur, si demain on devait mettre 2 F-16 belges dans un exercice, tu me le confirmes, c'est faisable. Ça serait un geste politique fort, mais ça ne pose pas de problème opérationnel majeur. Donc c'est des petits gestes symboliques, mais l'idée c'est quoi? C'est encore ce que disait Emmanuel Macron sur l'initiative européenne d'intervention. C'est le même esprit, c'est de développer une culture stratégique commune qui ne dépend pas uniquement des États-Unis. Ce qui est amusant et un peu consternant, c'est de voir quelques analystes allemands avoir tout de suite le réflexe de dire mais s'il y a une conversation entre Européens sur la dissuasion nucléaire, il faut que ça se passe à l'OTAN. Bon, alors là, les bras vous en tombent.